Bonjour, ça va bien? Oui, alors aujourd'hui, merci pour l'introduction. Je suis ici pour vous parler de l'évolution du leadership. Étant donné que moi, je m'inspire beaucoup de la nature, des animaux, du vivant, je voudrais vous parler en fait de l'évolution du leadership à travers un animal très spécial. En fait, je vais vous faire un bond de plusieurs années dans le passé. Et je vais vous montrer l'animal et vous demander, en fait, qui connaît cet animal-là? L'a déjà vu, l'a déjà peut-être dans des livres ou l'a peut-être déjà croisé? Est-ce que vous reconnaissez? Dave? Un capybara? Qui dit mieux ou qui dit différent? En fait, vous l'avez peut-être vu dans un livre ou sur l'Internet, mais il est peu probable que vous l'ayez croisé. En fait, cet animal-là, ça s'appelle l'Hyracotherium et il a vécu il y a 55 millions d'années sur la Terre. On a retrouvé des fossiles en Amérique du Nord, principalement aux États-Unis, Wyoming, mais on a aussi trouvé en Alberta. Et en fait, cet animal-là, c'est pas autant ce qu'il était qui est intéressant que ce qu'il est devenu. L'Hyracotherium, c'est l'ancêtre du cheval. Et c'est incroyable. Donc, quand j'ai appris ça, en fait, du coup, le cheval est devenu le symbole même de la transformation et de l'évolution pour moi. Je me suis dit, il n'y a pas plus impressionnant que ça. Et la première question que je me suis posée, mais c'est comment est-ce possible qu'un animal comme l'Hyracotherium devienne un cheval, devienne un cheval si majestueux? Et en fait, pour comprendre ou répondre à cette question-là, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut regarder l'évolution de son environnement. Et c'est là que je vais faire le pont avec le leadership et que on va regarder l'évolution de notre environnement, qu'est-ce qui est en train de se passer dans notre vie à nous et pourquoi on a besoin de développer certaines qualités dont je vais vous parler un petit peu plus tard. Donc, si on regarde l'Hyracotherium, en réalité, si on regarde à gauche, il vivait principalement dans des forêts très denses. Donc, il n'y avait pas besoin d'une vision très loin. Sa vision était quand même assez limitée. Son mécanisme de survie se reposait principalement sur le camouflage et il vivait principalement en solo ou en individuel. Et qu'est-ce qui est arrivé? Si on regarde en fait au fil du temps, et on fait un bond peut-être de 20 millions d'années, c'est le début de l'ère de glace, donc le refroidissement global qui est arrivé. Et pendant cette période-là, ce qui s'est passé, évidemment, ça s'est passé pendant des millions d'années, donc ce n'est pas du jour au lendemain. Mais ce qui est arrivé, c'est que sa forêt très dense est devenue des savanes et les savanes sont devenues des prairies. Et quand l'Hyracotherium s'est retrouvé dans une prairie, du coup, il était très vulnérable aux prédateurs. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dû évoluer. Il a dû, premièrement, au niveau de sa morphologie, toute sa morphologie a changé. Donc, il y avait 3 doigts. Les 3 doigts se sont combinés pour faire des sabots. Les jambes ont grandi, le corps a allongé, le cou a allongé. Il est devenu... En fait, sa stratégie reposait sur voir plus loin. Et aussi, je vais le voir un petit peu plus tard, fuir ensemble. En fait, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a eu des changements morphologiques, très apparents, évidemment, mais aussi des changements au niveau du comportement. Donc, au lieu d'être individuel ou être plus en solo, il s'est mis à vivre en troupeau. Donc, en horde, parce que du coup, en troupeau, on est plus en sécurité. Donc, on est plusieurs à voir le danger. Et donc, il s'est mis à vivre en troupeau. Donc, il y a eu des changements et comportementaux et morphologiques. Et ce qui est intéressant, c'est que son évolution, elle est basée sur le fait qu'il fallait qu'il détecte le danger plus tôt et qu'il fuit ensemble. Donc, il a appris pour ça à ressentir, à sentir plus tôt, à voir plus large et à se coordonner avec les autres. Et si on regarde au niveau des compétences, si on veut, dans nos termes, ou des qualités qu'il a développées aussi par rapport à ça, il a développé évidemment, la vision périphérique, ses yeux sont tassés un petit peu plus sur le côté, ce qui fait en sorte qu'il y a une vision de 320 degrés autour de lui. Sa rapidité va de soi. Sa sensibilité, perception fine aux micro-mouvements. Les chevaux voient les micro-mouvements. En fait, les yeux ne sont pas faits de la même façon, de sorte qu'ils voient. S'ils regardent une forêt, ils vont voir toutes les feuilles bouger. Ils vont tous voir les micro-mouvements partout, parce qu'ils ont besoin de voir ces mouvements-là, parce que ça peut comporter un danger pour eux. Toute la lecture du non-verbal, évidemment, sont passés maîtres dans la lecture du non-verbal, tout ce qui est communication non-verbale, coordination sociale, coopération. Donc, cette intelligence collective-là, ils se sont mis à la développer beaucoup, et ils sont très forts. Donc, évidemment, ils ont une grande résilience. Alors, ce qui est intéressant, moi, un jour, j'ai réalisé, j'ai dit, c'est drôle, on parle beaucoup de vulnérabilité en entreprise, puis la vulnérabilité, souvent, il y en a qui vont associer ça à une faiblesse. Et en réalité, quand tu regardes le cheval, c'est grâce à sa vulnérabilité qu'il est devenu l'être qu'il est aujourd'hui. Donc, c'est vraiment impressionnant. Donc, c'est à cause d'elle.
Alors, si on fait le pont avec l'humain maintenant, et on recule 100 ans, donc là, je suis reculé des millions d'années, mais on recule juste 100 ans, le monde a passé d'un monde industrialisé à un monde hautement digitalisé et connecté maintenant. Et le problème avec ça, c'est que quand on regarde l'évolution de l'espèce humaine, elle se fait sur des centaines d'années, sur des milliers d'années, hein, que le corps va changer, va s'adapter par rapport à notre environnement. Et si on regarde notre environnement dans la dernière décennie, finalement, 10-15 années, c'est incroyable comment notre monde a changé, comment le monde a... Donc, l'humain se fait demander de s'adapter très rapidement d'une façon structurelle, culturelle, et on n'est pas fait pour s'adapter aussi rapidement que ça. Donc, ça crée plein de problèmes. Ça va créer de l'anxiété, du stress, tout ce qu'on connaît maintenant aujourd'hui. Donc, on est rendu dans un monde vraiment, vraiment complexe. Et pour regarder aussi au niveau de la complexité du monde, si on regarde, je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà vu l'ouvrage qui s'appelle « Réinventer les organisations » de Frédéric Laloux. Il a fait un ouvrage qui regarde au fil du temps toute l'évolution des organisations et qu'est-ce qui caractérise les organisations. Il a mis des codes de couleur. Donc, on passe des organisations rouges à des organisations opales maintenant. Et ça, c'est ce qui caractérisait... Bon, il recule plus loin que ça, là, mais quand même, si je condense par rapport aux 100 dernières années, avant, les organisations reposaient beaucoup sur ce volet-là hiérarchique, autoritaire, le pouvoir, le contrôle, la structure, la performance des règles. Chacun a des rôles précis et chacun doit connaître son rôle. Si on se projette maintenant en 2025-2026, on est beaucoup plus dans vision, mission. On va regarder tout ce qui est leadership partagé maintenant. Tu sais, c'était très structure top-down avant. Maintenant, on commence à voir un renversement par rapport à ça. Donc, la diversité, la dame précédente en parlait de la diversité, l'importance de ça, c'est vraiment, vraiment important. La créativité, l'engagement et l'intelligence collective qui revient et que les chevaux ont maîtrisé depuis longtemps. Donc, quand on regarde, en fait, cette évolution-là, moi, je trouve que dans les compétences qu'on doit développer, si on veut pouvoir s'adapter à un environnement comme ça qui change de façon exponentielle, qu'on n'est pas habitué, il va falloir développer certaines compétences. Et moi, j'aime les appeler mes 5 intelligences. Donc, les 5 intelligences, c'est l'intelligence émotionnelle, l'intelligence naturelle, qui est l'intuition, mais que moi, j'aime appeler l'intelligence naturelle, l'intelligence créative, collective et artificielle. Et évidemment, l'intelligence artificielle, c'est un incontournable, mais quand tu penses à ça, pour moi, elle est à l'opposé. Elle est sur le même continuum, mais à l'opposé de l'intelligence naturelle, de l'intuition. Parce que quand on utilise l'intelligence artificielle, on va de plus en plus vite. Ça nous emmène là-dedans, ça nous emmène dans la performance, dans l'efficacité et tout ça. Et pour avoir accès à notre intuition, il faut ralentir. Donc, on ne peut pas être en même temps en train d'accélérer puis en même temps être en train de connecter à cette intuition-là qui est naturelle. Et le problème, en fait, de l'intelligence artificielle, pas que c'est un problème, mais ce qu'il faut être conscient, c'est qu'elle met à risque les autres. Ça ne veut pas dire qu'on ne l'utilise pas. C'est un incontournable. Et les leaders de demain, on sait que ce n'est pas les leaders qui résistent l'intelligence artificielle aujourd'hui. Hein, il faut naviguer cette vague-là, mais c'est de savoir comment l'utiliser à bon escient. Et donc, je vous propose des nouveaux paradigmes par rapport à ça. Le premier qui est comment on peut ralentir dans un monde qui accélère. Le deuxième, comment on peut ressentir dans un monde qui calcule. Et comment on peut se reconnecter au vivant dans un monde qui est de plus en plus artificiel. Et pour moi, tout part de la présence, de la qualité de présence. C'est une des qualités, je trouve, qui pour un leader aujourd'hui est la plus importante. Tout émerge de là. Et plus qu'un leader est présent, plus qu'il va avoir cette habilité-là à développer des liens de confiance au-delà de... Et les chevaux, en fait, quand on travaille avec des chevaux, on n'a pas le choix de développer ces liens de confiance-là. Et donc, comment on fait pour développer cette qualité de présence-là? L'humain a été longtemps dans le savoir-faire. Hein, il a appris à parfaire son savoir-faire. Et maintenant, il faut qu'il travaille sur son savoir-être. Donc, ici, pour moi, la qualité de présence, ça devient non pas un « nice to have », mais vraiment un avantage stratégique. Et un avantage que l'IA ne pourra jamais remplacer. C'est ce qui fait de nous des humains, et c'est ce qui nous garde dans notre créativité, dans notre intelligence naturelle aussi. Donc, quand on parlait de savoir-faire plus savoir-être, ce n'est pas un au détriment de l'autre, ce sont les deux en même temps. Et comment on fait pour développer ce savoir-faire, ce savoir-être-là? C'est là que le cheval prend tout son sens.
et que je boucle la boucle avec ce que je parlais tout à l'heure. Donc, en présence d'un cheval, on apprend à ralentir, on apprend à ressentir, on apprend à écouter, à percevoir, à communiquer et évidemment à se connecter et à être plus présent. Les chevaux sont naturellement présents tout le temps. Ils sont dans le moment, ils ne connaissent pas autre chose que le moment présent. Donc, et de par leur nature de proie, ça l'amplifie ça. Donc, plus on est avec eux, plus on doit incarner ces qualités-là d'intelligence émotionnelle, de présence et tout. Donc, il nous emmène dans cet espace-là avec lui et ça nous permet de développer ça et d'être un leader. Et ça sert de miroir aussi à notre propre style de leadership, notre propre posture de leadership. Donc, je sais que vous êtes ici pour trouver des activités, des nouveautés. Toutes les activités qu'on voit souvent en team building, souvent, ça va se concentrer sur le savoir-faire. Sur l'intelligence collective, sur l'intelligence créative. Et il n'y a rien de mal à ça, c'est super intéressant de faire ces activités-là. Sauf que le bémol, c'est qu'il manque le morceau savoir-être. Et donc, c'est là que le cheval intervient. Le cheval va te permettre et de développer ton intelligence créative, intelligence collective, mais aussi de développer ton intelligence naturelle et ton intelligence émotionnelle. Donc, et ça va te faire ralentir, ça va te faire reconnecter. Je vous laisse regarder un petit peu en images. Qu'est-ce que ça peut avoir de l'air, une activité avec les chevaux? Moi, je suis sur la rive sud de Montréal, à Carignan, donc entre Brossard et Chambly. Et on ne monte jamais sur le cheval en passant dans ces activités-là. On est en proximité du cheval. On va travailler toutes sortes de thématiques, évidemment, dans les thématiques que je vous ai présentées un petit peu avant, l'intelligence collective, l'écoute, la confiance. Donc, on travaille en individuel, on travaille en groupe. Ça, c'était un atelier qu'on avait fait avec des ressources humaines pour montrer comment ils pouvaient appliquer ces ateliers-là pour développer leur leader, développer leurs équipes. Donc, on travaille à l'année. On a un manège intérieur, comme vous pouvez voir. On a une salle de conférence de 2000 pieds carrés en haut pour recevoir des groupes. On peut faire des activités de réseautage, on peut faire des activités de retraites corporatives, des lacs à l'épaule, évidemment des team building et des formations. Donc, si cette approche-là vous interpelle, vous êtes curieux, ça va me faire un grand, grand plaisir d'explorer ça et de voir comment on peut développer ces belles qualités-là pour vous, leaders, ou pour vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Roy. Merci.